Bonsoir. Un jour, en marchant dans une rue de Lausanne, en Suisse, je vois cette jeune femme en train d'écrire sur un mur. Alors, je vous le dis tout de suite, moi j'aime beaucoup qu'on écrive et qu'on dessine sur les murs. Je suis toujours très attentif à ces petites expressions comme ça un peu cryptiques que vous voyez sur les murs de nos villes. Sauf que là, elle était en train d'écrire consciencieusement mon sujet de recherche. Ce pourquoi je me lève tous les matins. Et alors, vous imaginez ma surprise. Alors je m'approche d'elle et je lui demande avec un air un peu ahuri qui lui a fait quasiment peur. Je lui dis, mais pourquoi cette définition? Pourquoi vous faites ça? Et là, elle m'explique très calmement qu'elle lit beaucoup de choses et qu'il y a souvent des mots qu'elle ne comprend pas. Alors elle cherche la définition et puis elle se dit, et a raison d'ailleurs, qu'elle n'est peut-être pas la seule à ignorer ce que veut dire ce mot, transhumanisme. Alors, ça pourrait être utile de l'écrire sur un mur. Pourquoi pas? Ce que je vous propose, c'est de nous livrer à un exercice au fond très simple. Essayons de partager un peu de la perplexité de cette jeune femme. Admettons que nous non plus, nous ne savons pas très bien ce que c'est que cette affaire, le transhumanisme. Et d'ailleurs, très franchement, moi non plus, je ne sais pas très bien ce que c'est, ça fait des années que je travaille là-dessus, et il y a toutes sortes de définitions contradictoires, et même les transhumanistes eux-mêmes ne sont pas d'accord sur la définition. De toute façon, la plupart du temps, on ne leur demande même pas leur avis. Et donc, elle est rare, cette perplexité. Et surtout dans un paysage, dans un débat extrêmement polarisé, où on devrait prendre parti, on devrait être pour ou contre, on devrait décider si c'est bien ou mal. Alors, cette définition du transhumanisme, elle est assez générale, mais elle donne des bonnes pistes pour comprendre de quoi il s'agit. Vous avez 3 éléments pris dans un même courant intellectuel et culturel, des sciences, des techniques et des croyances. Et ça, c'est très important pour comprendre ce que disent les transhumanistes, c'est-à-dire ça nous concerne, toutes et tous, collectivement. Ce n'est pas réservé à des scientifiques ou à des ingénieurs de la Silicon Valley ou je ne sais quoi. D'ailleurs, la plupart des transhumanistes ne sont pas des scientifiques ou des ingénieurs, ce sont des militants. Et c'est d'autant plus important parce que nous avons l'habitude d'entendre dans notre société qu'il y aurait des lignes de démarcation très claires entre la science, qui ne serait que la recherche désintéressée de la vérité, la technique qui ne serait que l'application de la science, et des croyances qui n'auraient surtout rien à voir dans toute cette histoire. Alors maintenant, augmenter l'humain. Vaste projet, peut-être un peu vague, peut-être fantasque. Vaste, oui, mais pas si vague si l'on en juge par les innombrables, je ne sais pas, débats, émissions de radio, tribunes, colloques universitaires, auditions parlementaires. L'humain 2.0. Va-t-on basculer dans une nouvelle ère, une ère de cyborg, de post-humain? Va-t-on devenir immortel? Avec quelles conséquences? Va-t-on pouvoir s'injecter des encyclopédies ou des langues étrangères directement dans le cerveau? Va-t-on devoir fusionner avec la machine au risque d'être détruit? Va-t-on devoir inventer de nouveaux droits pour les robots qui seraient des êtres conscients? Ces robots vont-ils nous détruire, nous voler nos femmes, nos hommes, devenir de meilleurs partenaires sexuels? Pensez donc, qui n'a jamais rêvé de paramétrer son partenaire sexuel? Les machines vont-elles faire disparaître l'emploi, plonger l'humanité dans une ère d'ennui et de chômage généralisé? L'humain 2.0, c'est pour demain ou pour après-demain? Alors manifestement, le transhumanisme envahit le débat public avec des formes et des couleurs très bien définies. Et tout ça produit beaucoup d'inquiétudes. Je ne suis pas là pour vous dire que ces inquiétudes ne sont pas légitimes. Ce que je voudrais vous dire plutôt, c'est que nous ne sommes peut-être pas assez inquiets, ou pas de la bonne manière. Au fond, toutes ces annonces produisent un sentiment d'impuissance assez confortable. Ça nous concerne, mais en nous produisant des récits qui nous tétanisent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, vous me direz? Puisque, c'est loin, 2045, la Californie, des scientifiques nous prédisent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut prendre soin des récits qu'on se raconte, individuellement et collectivement, et aujourd'hui. En effet, nous vivons dans un monde qui est saturé d'objets technologiques surpuissants. Des supercalculateurs, des voitures autonomes, des petits robots qui vont sur Mars, ou plutôt
c'est le discours au sujet de ces objets qui est omniprésent. Un discours qui les embarque dans une temporalité assez étrange, où ils sont à la fois pour demain, dans un futur surdéterminé, urgent, il faudrait réinventer toutes nos institutions et nos modes de vie pour les accueillir, et en même temps un futur assez abstrait, assez vague, on ne sait pas si et ni quand ça sera possible. On se raconte un monde dans lequel les objets techniques ne sont intéressants que pour leurs conséquences sur l'état des choses présents, où ils ne sont que des interfaces ou des outils qui devraient répondre à l'usage pour lequel ils ont été conçus. Et en faisant ça, en enlevant l'épaisseur des objets techniques, on produit ce que l'écrivain de science-fiction David Brin appelle des récits fainéants. On peut par exemple parler de l'économie numérique qui nous inquiète à cause des données personnelles, par exemple. On en parle comme d'une économie dématérialisée. Alors certes, l'usage de nos prothèses électroniques a une durée de vie très restreinte, mais les matériaux qu'elles mobilisent et les déchets, leurs impacts écologiques et sociaux sont à des échelles géologiques. Pétrole, métaux rares, toxicité, exploitation. Alors, parlons de prothèses, parlons d'augmentation humaine, et le premier mot qui vous vient peut-être à l'esprit, c'est cyborg. Mais savez-vous d'où vient ce terme de cyborg ? Avant de hanter la science-fiction et les jeux vidéo, le cyborg est la réponse à un problème. On est en 1960, très peu de temps avant le premier vol spatial habité par Yuri Gagarin, et on s'inquiète. On prévoit d'envoyer des humains dans l'espace, c'est-à-dire dans un environnement qui n'a d'environnement que le nom, puisque toutes les conditions de vie implicites auxquelles nous sommes habitués sur la Terre ne vont plus du tout de soi. L'alimentation, l'oxygène, l'accès à la nourriture. Et donc il va falloir encastrer ces humains dans un dispositif technique très élaboré et en même temps très fragile, puisque, comme vous le savez, un accident est très vite arrivé. Et deux scientifiques, Manfred Clynes et Nathan Kline, propose d'inverser totalement le problème et de se demander comment on pourrait implanter dans le corps, de manière automatique, des dispositifs techniques qui permettent de prendre en charge ces fonctions vitales, la respiration, l'alimentation, etc. Et ils inventent un nouveau mot, cyborg, qui est la contraction de cybernetic organism, et qui est une sorte de fusion entre la machine et l'humain. L'enjeu du cyborg, ils le disent noir sur blanc, c'est d'éviter que l'humain ne devienne un esclave de la machine, en vérifiant sans arrêt que ses paramètres fonctionnent. Et de donc le rendre libre de faire ce qu'il sait faire de mieux, explorer, créer, penser et ressentir. En 1960, à part les premiers simulateurs cardiaques qui commencent tout juste à être implantés, il n'y a pas grand-chose qui permet concrètement de réaliser ce projet. Il n'y a pas beaucoup plus de choses aujourd'hui. L'enjeu, c'est vraiment d'ouvrir les possibles, de spéculer sur qu'est-ce que ça pourrait être. Et cette proposition du cyborg, elle est à la fois très novatrice, puisqu'elle imagine vraiment une fusion entre l'humain et la machine, et en même temps, elle reste assez conservatrice. Elle réactualise en fait une rhétorique qui date au moins du 19e siècle et de l'industrialisation, où on voit la machine de plus en plus perfectionnée comme capable d'émanciper l'humain, de le libérer, et de le rendre plus capable de faire ce qu'il sait faire de mieux, penser, ressentir, créer, etc. En même temps, cette proposition du cyborg passe sous silence toute une série d'autres déterminations du problème. Elle ne remet pas en cause la nécessité de se livrer à une conquête spatiale militarisée, la lutte entre les deux blocs. On est au début de la guerre froide, je vous le rappelle. Elle ne re-questionne pas non plus la nécessité d'être efficace ou performant dans un environnement dégradé. Alors évidemment, l'environnement de l'espace, c'est très simple. Soit vous vous adaptez, soit vous mourrez. Mais sur Terre, qu'est-ce qu'on fait de ce cyborg ? Parce que, comme vous savez, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais l'environnement sur Terre est lui aussi de plus en plus menaçant. Alors, pendant de nombreuses années, pendant toutes les premières années où je travaillais sur ces sujets-là, il y avait un personnage qui était omniprésent dans toutes ces discussions et qui incarnait à lui seul la difficulté assez classique de distinguer ce qui est de l'ordre de la médecine, traditionnellement, de la réparation de l'humain, et ce qui serait de l'ordre de l'augmentation des performances ou de l'amélioration de l'humain. Oscar Pistorius est né handicapé. Il a été amputé des deux jambes à l'âge de 11 mois. Et comme tout être humain ayant accès à des soins médicaux, il a été équipé de prothèses,
lui permettant de marcher, puis de prothèses lui permettant de courir. Et de courir assez vite pour plonger les instances internationales du sport dans toute une série de controverses qui ont duré plusieurs années et qui ont fait beaucoup de bruit, beaucoup d'écho médiatique. La question était de savoir si on le laisse, comme il le demande, courir avec les valides, comme par exemple aux Jeux Olympiques, est-ce que ces prothèses vont l'avantager injustement ou est-ce qu'elles vont simplement compenser un handicap, jeu égal, que le meilleur gagne, vive le sport. Dans ce débat, à la fois les prothèses sont au cœur de la discussion, mais en même temps elles sont rendues invisibles par une obsession de la performance, une obsession de la redéfinition des critères de l'humain valide, et puis par les sponsors, la gloire, etc. Mais il y a un autre Pistorius qui tous les jours est confronté, loin des caméras, dans un contexte intime, à son état d'handicapé, chaque fois qu'il doit mettre et enlever ses prothèses de jambes. Et c'est le tribunal de Pretoria qui, en quelque sorte, tire ce contexte intime en pleine lumière, dans des circonstances, hélas, évidemment, tragiques, puisque le tribunal doit juger Pistorius pour le meurtre de sa compagne, Riva Steenkamp, le 14 février 2013. Et cette fois-ci, la question est de savoir, en fonction de la hauteur des impacts de balles dans la porte de la salle de bain, qui sépare la chambre où se tenait Pistorius et la salle de bain où a été tué Riva Steenkamp, et on fait venir la porte dans la salle d'audience avec les experts de la balistique, etc. La question est de savoir, est-ce que Pistorius était sur des prothèses, lui permettant de faire toutes sortes de choses, de se battre, de fuir, d'aller chercher de l'aide, de se cacher, ou est-ce qu'il était par terre, vulnérable, terrifié, en état de légitime défense, comme il le prétendait lui-même. Et lors du procès en appel, son avocate lui a proposé de montrer sa vulnérabilité à la cour. Alors ça n'a pas très bien marché, parce qu'il a été condamné encore plus lourdement qu'au premier procès. Mais dans ce contexte, dans ce drame, tout à coup les prothèses sont prises dans un contexte plus complexe, plus contradictoire, et au présent, pas au futur. Là, véritablement, si on déplace la question de la performance de l'humain vers l'objet, la chose qui se trouve là, qui est cachée un petit peu sous une chaise, eh bien, on peut reposer la question un peu différemment. Puisque, bien sûr, l'homme augmenté compense, avec plus ou moins de succès, ce qu'il considère à tort ou à raison comme un handicap, et la prothèse est cet objet qui va venir combler cet écart entre vulnérabilité et performance. Mais la prothèse elle-même est soumise à toutes sortes d'aléas. Elle est fragile. Si elle est électronique, n'oubliez pas de recharger la batterie. Et donc, l'objet lui-même devient compliqué, gagne un peu en épaisseur. Et ça nous permet peut-être d'éviter la situation dans laquelle on se retrouve très souvent dans le débat aujourd'hui autour du transhumanisme, pour ou contre, dangereux, pas dangereux, de prendre parti, qui est une situation qui ressemble un peu à ce tableau de Goya, où vous avez deux lutteurs occupés à s'éradiquer l'un l'autre, mais ils ne voient pas pendant ce temps que leurs 4 pieds s'enfoncent dans les mêmes sables mouvants. Et ce tableau m'aide beaucoup à penser le fait que, très souvent, on est embarqué implicitement dans un rapport aux objets techniques qui les voit comme venant du futur, de manière naturelle, irrémédiable, douce et régulière. Et il y a pire que ça même, puisqu'on nous raconte souvent que la technique serait moralement neutre. Mais non, désolé, la technique n'est pas neutre. Elle est déterminée par des choix scientifiques et techniques, certes, mais aussi par des réglementations, par des décisions politiques. Elle est texturée par des imaginaires. Elle met au travail des matériaux, elle mobilise des sources d'énergie, et puis à un moment ou à un autre, elle sera utilisée de manière à peu près inventive. Elle va produire des déchets. Alors, l'enjeu, c'est, par rapport à ce que je vous disais au début, de produire des discours qui puissent être à la hauteur de cette complexité des objets techniques. Ne pas se demander comment les apprivoiser comme des petits animaux de compagnie, mais plutôt comment les accueillir dans leur complexité qui est débordante et qui est irréductible. Au fond, ce à quoi je voulais vous rendre sensible, et c'est d'ailleurs la question que posent les transhumanistes, puisque ça nous concerne, rappelez-vous,
C'est notre affaire, collectivement et individuellement, et personne ne leur renie cette prétention à poser les questions. Au contraire. Donc ce à quoi je voulais pas vous convaincre, mais vous rendre sensible, c'est de ne pas demander des réponses d'urgence à des prétendus experts, mais de prendre soin des questions que vous fabriquez, de vous demander comment les compliquer, ces questions, comment les enrichir. Je vous remercie pour votre attention.